Amis fidèles auditeurs de Radio Canal K, bienvenue à tous à l'espace Fenêtre sur l'Afrique. Nous ouvrons tout de suite une fenêtre sur l'actualité au Niger. Et là, nous recevons Monsieur Rodrigue Bogli, secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Je pense qu'il est déjà en ligne. Rodrigue Bogli, bonsoir. Bonsoir. Je pense que le confrère Romain Koudodier est également en ligne. Romain, bonsoir. Bonsoir, confrère Ramos. Alors, Rodrigue Bogli, jeudi 18 février dernier, Monsieur Tandja Mamadou, le président Tandja Mamadou, avait été renversé par des militaires et ce matin et ce samedi même, une manifestation de soutien a été organisée au centre-ville pour le soutien de la junte. Alors, que pensez-vous, que pense la JUDA de cette situation? Est-ce qu'il faut jeter des lauriers à la junte, Rodrigue Bogli? Non, je ne crois pas qu'il faille jeter des lauriers à cette junte militaire. Tout simplement parce que il faut comprendre comment et pourquoi ce coup d'État a eu lieu. Ce coup d'État a eu lieu, effectivement, à la suite d'une série d'événements. Tout d'abord, il faut savoir que le coup d'État a été annoncé par Bernard Kouchner avant même que les Nigériens eux-mêmes ne savent qu'il y a quelque chose dans leur propre pays. Déjà ce jeudi, aux premières heures de ce coup d'État, Kouchner avait dit clairement à l'AFP que Tandja était en mauvaise posture et que ce coup d'État était l'œuvre des éléments de la garde présidentielle, alors même que personne ne disposait d'informations à ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé au Niger est le témoignage de ce que la France-Afrique est bien vivante. Il faut savoir que le Niger est l'un des pays les plus importants en matière de production de l'uranium, sinon pratique le premier pays en matière de qualité surtout, en matière de qualité de l'uranium. Et Areva, dont l'ancêtre s'appelle le Cogéma, avait exploité cet uranium depuis 40 ans de façon exclusive et quasi gratuite. Et ce n'est qu'en 99, avec l'arrivée de Mamadou Tandja au pouvoir au Niger, que la France a décidé de payer ne serait-ce que cet uranium au Niger. Et à partir de là, c'était une bataille terrible. Et après ça, la France a soutenu la rébellion Touareg contre Mamadou Tandja dans le pays. Et en 2007, Mamadou Tandja avait arrêté le directeur général d'Areva au Niger qui s'appelle Dominique Pan et l'a expulsé. Après ceci, Mamadou Tandja avait décidé de faire jouer le marché, c'est-à-dire en ouvrant le marché de l'uranium à d'autres pays. C'est ainsi que la Chine et l'Iran aussi ont décidé de rentrer dans le jeu de la concurrence et de pouvoir mettre la main sur l'uranium. La France n'avait pas accepté, mais après moult discussions, Areva a accepté d'augmenter un peu le prix d'achat de l'uranium qu'Areva achetait à 30 € au Niger. Et au même moment, Areva revendait cet uranium sur le marché international à 350 €. Vous voyez un peu la situation. Et après ça, Tandja avait décidé de modifier la constitution de son pays pour rester. Nous allons y revenir. Oui, mais il faut comprendre l'enchaînement de tous ces événements. C'est-à-dire que dans un premier temps, la France avait décidé d'accompagner cette modification constitutionnelle. Elle a condamné du bout des lèvres cette modification de la constitution de Mamadou Tandja en pensant que effectivement cela va lui rapporter beaucoup de choses. Mais c'est mal connaître Tandja qui aussi avait décidé de continuer par faire jouer le jeu de la concurrence sur le marché, en tout cas sur la matière première qu'est l'uranium. C'est ainsi que Mamadou Tandja continue par faire entrer la Chine dans le jeu. Mais la France n'avait pas accepté ça. Et dans le même temps, Sarkozy était en train de préparer une mission, soit d'envoyer Kouchner ou Christian Estrosi, fin février, nous sommes fin février 2010, Sarkozy était en train de préparer cette mission pour envoyer au Niger, soit Kouchner, soit Estrosi, pour aller dire à Mamadou Tandja de ne pas se tourner vers ces deux pays-là, c'est-à-dire la Chine et l'Iran. Curieusement, le jeudi dernier, ce coup d'État a eu lieu, ce qui veut dire que ce voyage imminent est annulé d'office. Et donc, cela explique pourquoi Kouchner était le premier à parler de ce coup d'État. Donc, la France était très bien informée. Et nous dirons clairement que ce coup d'État est l'œuvre de la France et d'Areva qui ont décidé, une fois encore, de faire passer leur intérêt avant l'intérêt du peuple africain au Niger. Nous retrouvons tout de suite Romain Koudodier depuis Beaune qui collabore dans cette émission Venue sur l'Afrique. Il a quelques questions à vous soumettre également. Alors, Romain?
Oui, très cher Monsieur Rodrigue, justement, s'agissant de la France, l'Union africaine, l'Union européenne et notamment la Gaule ont sorti des communiqués désapprouvant de diverses manières le changement anticonstitutionnel et mettant en garde toute tentative pour rester au pouvoir de cette junte. Approuvez-vous cette démarche? Est-ce que cela ne vient pas en point nommé et se mettre en contradiction avec vos allégations selon laquelle la manigation serait peut-être émise par le département du Quai d'Orsay? Rodrigue. Si vous lisez bien le mode opératoire de l'Occident et de la France en particulier en Afrique, sur le terrain politique africain, vous comprendrez que tout ceci n'obéit qu'au schéma classique. C'est-à-dire que cette condamnation de ce coup d'État ne vaut absolument répression ni sanction. C'est-à-dire que ceci participe au folklore qui est toujours entretenu lorsque des coups d'État pareils s'opèrent dans des pays africains. Donc une fois encore, en réalité, on se fout. C'est que toutes ces institutions que vous venez de citer se foutent royalement de la démocratie en Afrique. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains que ce coup d'État a eu lieu. Il y a eu des coups d'État dans beaucoup de pays et Adema a été le premier à modifier la Constitution en 2000 après le sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Lomé, demandant expressément l'interdiction des modifications constitutionnelles. C'était justement à partir de Lomé que la modification constitutionnelle a eu lieu en Afrique. Mais vous aviez entendu qui condamnait ça? C'est toujours la même chose, donc ça participe, c'est-à-dire que c'est toujours le schéma classique, mais en fait, ce coup d'État a l'assentiment de toutes ces institutions, parce que dès qu'on parle de l'Iran aujourd'hui, et que le Niger était tenté de se tourner vers l'Iran et la Chine, bon, vous comprenez en même temps ce qui se passe. Donc ce sont les intérêts des pays occidentaux qui sont menacés ainsi, et donc voilà, on a sacrifié ce régime, mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme de paranoïa, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Niger, c'est que Mamadou Tandja, il a fourni le bâton avec lequel il est tapé. C'est-à-dire qu'en acceptant de modifier la Constitution avec l'appui de la France qui avait condamné cette opération du bout des lèvres, il avait fourni des arguments à ses ennemis qui aujourd'hui se fondent sur la modification constitutionnelle pour justifier ce coup d'État, alors qu'en réalité, ce coup d'État n'a d'autre justification que la préservation des intérêts d'Areva et de la France en particulier, quoi. Voilà. Alors, Rodrigue Pogli, pour finir avec vous rapidement. Alors, Rodrigue Pogli, le président Tandja, après 10 ans de pouvoir, avait dissous le Parlement en organisant un référendum controversé le 4 août 2009, lui permettant de rester au pouvoir pour encore 3 ans. Vous venez de le dire, hein. Alors, monsieur Rodrigue Pogli, peut-on faire une parallèle de la situation du Niger à celle du Togo? Mais tout à fait. Je viens de parler de la modification constitutionnelle. Cette modification constitutionnelle qui a eu lieu de départ au Togo a été réalisée aussi au Niger. Donc voilà un premier point de ressemblance. Ce qu'il faut observer d'une manière générale en Afrique, c'est que les Africains n'ont jamais été indépendants et n'ont jamais ainsi décidé de l'érection, la conservation ou de l'éviction des pouvoirs. Une fois encore, le Niger vient de nous montrer que les Africains ne jouent strictement aucun rôle dans la désignation de leurs dirigeants. C'est toujours les intérêts étrangers qui guident la désignation, le maintien ou le renversement d'un pouvoir en Afrique. Et une fois encore, ce qui se passe actuellement au Togo montre que ce sont les intérêts étrangers qui guident notre pays. C'est-à-dire que Faure-Gnassingbé, bon an, mal an, avec l'appui de la France, parce que ce schéma a été décidé depuis longtemps, avec le retour de Bolloré au port autonome de Lomé, tout ceci va dans le sens de la reconduction de Faure-Gnassingbé au pouvoir. Donc, encore que ce soit au Niger ou au Togo, le peuple ne joue strictement aucun rôle. La troisième chose qu'il faut souligner, c'est que, une fois encore, c'est l'intervention de l'étranger qui justifie la situation politique, qu'elle soit dramatique ou qu'elle soit classique. C'est tout l'étranger qui intervient et qui décide de qui doit régner en Afrique, de qui doit être renversé, de qui doit gérer le pouvoir d'État. Donc, une fois encore, la France africaine est toujours vivante et c'est aux peuples africains de comprendre cela et d'agir. Maintenant, quand on voit au Niger, aujourd'hui, les populations dans les rues manifester leur joie à l'égard de ce coup d'État, on comprend effectivement que le peuple noir est totalement contrôlé mentalement, quoi. C'est-à-dire qu'on justifie ce coup d'État par la volonté de Mamadou Tandja de s'accrocher au pouvoir, alors qu'en réalité, ce coup d'État n'obéit qu'aux intérêts étrangers.
Donc finalement, c'est à nous de comprendre la situation et d'agir efficacement pour faire changer la donne, quoi. Rodrigue Bogli, je rappelle à nos fidèles auditeurs auditrices que vous êtes le secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Excellente soirée à vous tous et à tout bientôt, Rodrigue.